Imaginez un peu le scénario. On arrive dans un territoire immense, mais presque vide, avec une seule mission, transformer ça en un pays. C'est pas rien, hein? Eh bien, c'est le défi colossal qu'a relevé Jean Talon, le tout premier intendant de la Nouvelle-France. Aujourd'hui, on explore ensemble comment cet architecte d'empire a vraiment jeté les bases du Québec moderne. C'est la question finalement. Comment on fait pour bâtir un pays à partir de presque rien? C'est exactement le casse-tête que Jean Talon devait résoudre à son arrivée en 1665. La Nouvelle-France, oui, ça existait sur papier, mais c'était loin d'être un pays. C'était surtout un immense territoire avec très, très peu de monde. Alors la question, c'est par où on commence? Regardez bien ce chiffre. 3173. C'est la population d'origine européenne que Talon a comptée lors du premier recensement en 1666. Pour qu'on se fasse une idée, c'est moins de monde que dans un petit village aujourd'hui. Sauf que là, c'était éparpillé sur un territoire absolument gigantesque. Ça donne une bonne mesure du défi qui l'attendait. OK, avant même de se lancer dans les solutions de Talon, il faut vraiment comprendre l'état des lieux de la colonie quand il est arrivé. Et disons-le franchement, les lumières d'alarme clignotaient pas mal tout en même temps. La situation était vraiment critique. La survie de la colonie tenait littéralement à un fil. D'un côté, on a des conflits quasi permanents avec les nations iroquoises. De l'autre, une économie qui dépend d'un seul et unique produit, la fourrure. Ça veut dire que tout peut s'effondrer n'importe quand. Et pour couronner le tout, le roi, il est à des milliers de kilomètres et son autorité se fait très peu sentir. Mais là, le vent est en train de tourner. En 1663, le roi Louis XIV et son ministre Colbert décident de reprendre les choses en main. Cet édit royal, c'est un changement de cap majeur. Ça veut dire que la France va maintenant s'investir directement dans ses colonies. La Nouvelle-France devient officiellement une province royale. Pour un plan aussi ambitieux, le roi ne cherche pas un aventurier ou un soldat. Non, il a besoin d'un gestionnaire. Il a besoin de son homme de confiance sur le terrain pour que ça marche. Et cet homme, c'est Jean Talon. C'est pas un explorateur, c'est pas un militaire, c'est un administrateur qui a fait ses preuves en France, un fonctionnaire de carrière, si on veut. C'est exactement le profil que le roi recherche pour mettre de l'ordre dans tout ça. Il est donc nommé intendant. Et ce titre-là, c'est fascinant parce que ça vient avec un pouvoir immense. L'intendant contrôle pratiquement toute l'administration civile, la justice, la police, les finances. Bref, il est là pour s'assurer que la volonté du roi soit appliquée, point final. Bon, maintenant entrons dans le vif du sujet. Talon n'arrive pas les mains vides. Il a un plan très clair en tête. Et la priorité numéro 1, la plus urgente de toutes, c'était les gens. Il fallait du monde. C'est logique. Sans une population stable qui grandit, tous les autres projets, que ce soit économiques ou militaires, étaient voués à l'échec. C'était la fondation sur laquelle il fallait bâtir tout le reste. Alors, sa stratégie, elle est vraiment agressive sur plusieurs fronts en même temps. D'abord, il offre des terres aux soldats du fameux régiment de Carignan-Salière pour qu'ils restent et s'installent. Ensuite, il organise l'arrivée de près de 800 filles du roi, de jeunes femmes dont le voyage est payé par la couronne pour venir fonder des familles et corriger le déséquilibre homme-femme. Il va même jusqu'à créer des incitatifs financiers, un peu comme des allocations familiales avant l'heure. Et regardez les résultats. C'est spectaculaire. En à peine 7 ans, la population a plus que doublé. On passe d'environ 3200 à plus de 7600 personnes. C'est une croissance démographique absolument explosive qui a, sans exagérer, sauvé la colonie. Bon, avoir plus de monde, c'est une chose. Mais après, il faut être capable de les faire vivre. On passe donc au deuxième grand volet du plan de Talon, l'économie. L'idée de Talon était de briser cette dépendance maladive à la fourrure. Il voulait que la colonie soit capable de se nourrir, de se vêtir, de se construire par elle-même, sans toujours attendre les bateaux de la France. Il a donc lancé une panoplie d'initiatives en même temps. Il a fait venir de nouvelles cultures, de nouveaux animaux, il a démarré des petites industries locales. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir la vision d'ensemble. Chaque projet est connecté. On cultive du houblon pour la nouvelle brasserie, on coupe du bois pour construire des navires, etc. Cette citation de Talon lui-même, elle est très révélatrice. Ça montre à quel point son objectif d'autosuffisance était concret. C'était pas juste des paroles en l'air. En quelques années à peine, il avait réussi à créer une véritable base manufacturière locale. Mais son ambition, elle ne s'arrêtait pas là, à la simple autosuffisance. Il voyait beaucoup plus grand. Son plan ultime, c'était d'intégrer la Nouvelle-France dans un grand commerce triangulaire avec les Antilles et la France. La colonie ne serait plus juste une source de fourrure, mais un vrai partenaire économique dans l'Empire français. Après ce véritable tourbillon d'activités, qu'est-ce qui reste au final de l'héritage de Jean Talon? Eh bien, la question est un peu plus compliquée qu'elle en a l'air.
Il y a une chose importante à se rappeler. Tout ce dont on vient de parler, ça s'est passé en un temps record. Jean Talon a passé en tout et pour tout à peine 5 ans dans la colonie, répartis sur 2 mandats avant son départ définitif en 1672. Son passage a été intense et bref. Et c'est là que le débat entre historiens devient vraiment intéressant. Pendant très longtemps, on l'a vu comme le père fondateur, l'architecte incontesté. Mais les historiens plus récents, eux, nuancent pas mal ce portrait. On se rend compte que plusieurs de ses projets économiques, ils n'ont pas survécu à son départ, ce qui laisse penser qu'il dépendait beaucoup de sa volonté personnelle et des fonds du roi. Pourtant, malgré ce débat d'historiens, sa mémoire à lui, elle est gravée dans le paysage du Québec moderne. On n'a qu'à se promener à Montréal ou à Québec pour voir son nom partout. Marché, station de métro, rue, il fait clairement partie de notre imaginaire collectif. Alors, la question reste entière. Est-ce qu'on doit voir en lui un visionnaire qui a réellement jeté les bases d'un pays, ou plutôt un fonctionnaire exceptionnellement efficace qui remplit sa mission d'implanter le pouvoir du roi avec une redoutable efficacité? La vérité, comme souvent, se trouve probablement quelque part entre les deux.